Where do you come from? New York. Marseille. Chicago. Where do you stay? In an Airbnb. Airbnb. Yeah. Airbnb. Tout à fait. Airbnb? Si. Airbnb. Airbnb. Bienvenue à tous pour cette émission Tout compte fait exceptionnelle consacrée cette semaine à la face cachée d'Airbnb, l'une des marques les plus emblématiques de cette économie du partage dont on vous parle si souvent, qui en quelques années a réussi à s'imposer, y compris ici à Paris, comme un mastodonte du tourisme, bousculant au passage les acteurs traditionnels, notre quotidien aussi, et des pans entiers de notre économie. Comment allez-vous aujourd'hui ? Je possède un gros immeuble. Depuis que je suis sur Airbnb, mon immeuble a généré plus d'un demi-million de dollars de recettes. Vous avez combien de chambres? Quel est le 30. taux d'occupation aujourd'hui? 20%. Ça représente le cauchemar absolu, ça représente. Bonjour. Je suis bien chez Airbnb ? Oui, c'est ici. Juridiquement, la société est basée en Irlande, mais fiscalement, elle réside à Jersey. Alors comment expliquer un tel succès, une telle réussite qui séduit des millions de touristes partout dans le monde? Que cache cet esprit du partage vanté par le groupe à grand renfort de marketing? De San Francisco à Dublin, tout compte fait à mener l'enquête. La face cachée d'Airbnb, c'est un grand reportage signé Pierrick Morel. Bordeaux est une destination touristique en vogue. Quand on recherche sur le site de location entre particuliers Airbnb, on y trouve plus de 5000 annonces. Parmi elles, celle d'Ariel Cazot. Elle se prépare justement à recevoir des clients. Je vérifie que la vaisselle soit bien vidée. C'est bon. C'est ma petite réserve. Et voilà, où il y a de l'huile, du sel, du poivre. Donc je vérifie qu'il y ait bien tout ça. Du travail soigné, digne d'une gouvernante de grande maison. Donc je vérifie le nombre de serviettes. Il va y avoir une personne par chambre. C'est pour ça qu'il y a un jeu de serviettes dans chacune des chambres. Ariel loue cette maison à la nuit autour de 200 €. Le petit guide personnalisé est compris dans le prix. Et dans ce guide, eh bien, il y a plein d'idées, de petites balades, de restaurants, donc des suggestions en fait. Mes suggestions, voilà, c'est mon Bordeaux avec mes petites adresses. C'est pas forcément les adresses qu'on trouve dans les guides. Vous êtes une petite agence de tourisme à vous tout seul? Une petite agence de tourisme. Oui, ça me plaît bien. Je crois que c'est là. David, Régine et Olivier arrivent de Toulon. Bonjour. Ariel, David, enchantée. pareillement. Ils doivent participer au salon de l'étudiant. Ils sont à Bordeaux pour 4 jours. Ils ont réservé par Internet. Avec une première chambre. Conforme en photo. Confort, c'est pareil. Pareil. Qui donne sur la place. Voilà, ce qui est très sympa, c'est que quand vous serez couché, vous allez voir le clocher allumé. Donc là, on va aller dans la 3e chambre. Là. Ils auront chacun une chambre, comme à l'hôtel. Petite douche avec un lavabo, des briquettes. Et puis là, il y a un dressing aussi, où vous pouvez ranger vos affaires. Sauf qu'ici, ils ont toute la maison pour eux. Depuis 1 an, ils n'utilisent plus qu'Airbnb pour leurs déplacements professionnels. D'accord. Et vous êtes vous, enfin c'est tout ça. Vous êtes vraiment à côté. Qu'est-ce qui fait que vous avez changé? Vous avez vu ce qu'on aurait loupé? Regardez. Donc on reste 4 nuits pour 3 personnes, 750 €. Mais allez, vous devez vous déplacer un petit peu au niveau hôtellerie. Malheureusement ou heureusement, c'est pas ce qu'on paie à l'hôtellerie aujourd'hui, l'hôtellerie classique. Et Combien vous coûtait une chambre l'an C'est dernier? entre 1500 et 2000 € sur de l'hôtellerie classique. Voilà. Suivant les prestations que vous prenez ici, c'est entre 700 et 800 € et la qualité n'a rien à voir. C'est personnalisé, c'est bien placé, et l'accueil, il y a un accueil avec la propriétaire, hein, c'est génial, quoi. Ariel laisse sa maison sans regret, Au revoir et passez surtout un bon séjour. car en réalité, elle n'habite pas ici. Cette maison, elle l'a achetée rien que pour la louer. Avec grand plaisir, à très bientôt. Avant, Ariel était cadre commercial, mais elle a changé de vie. Grâce au succès d'Airbnb, elle vit au rythme de ses locations. Quand j'ai fini toutes mes tâches, si j'ai des locataires dans les appartements, je dois être en veille s'ils ont besoin de quoi que ce soit.
Donc voilà, je suis joignable par téléphone et c'est important pour eux aussi. Et surtout important pour son petit business. Car Ariel et son mari se sont endettés pour s'offrir un autre appartement dans Bordeaux. Elle propose aussi un 3e logement à Arcachon, un petit appartement de famille. Des biens loués en moyenne 200 € la nuit. Si tout se passe comme prévu, Ariel aura fini de rembourser ses crédits dans 15 ans. Il est 19 h, elle arrive à Arcachon pour récupérer les clés auprès de ses hôtes. Des Anglaises. Bonjour, hello, hello, nice to meet you Muriel. Comment allez-vous? Très bien, c'est moi qui vous pose la question. Eh ben, c'était vraiment, ça a été fantastique, quoi. Ça a été super vacances, on s'est sentis chez nous. Le paiement s'est déjà fait via Internet. Séjour parfait. On a un petit quelque chose pour vous. Mais les deux touristes sont tellement contentes qu'elles ont prévu un petit cadeau pour Ariel. Oh, c'est trop gentil! Comme si c'était de simples amis. Yes, it's for... Casser les codes de la relation commerciale, c'est aussi ça, l'esprit Airbnb. En 8 ans, la start-up a bâti un empire. Plus de 2 millions de logements proposés à travers le monde. L'an dernier, 60 millions de personnes ont utilisé les services du site. Sur chaque location, il empoche une commission de 12 à 15%. Les perspectives de croissance sont telles que l'entreprise vaudrait 25 milliards de dollars. Avec 2000 salariés, elle est sur le point de dépasser le leader mondial de l'hôtellerie Hilton, qui lui emploie 130 000 personnes. L'histoire commence à San Francisco. Pour payer leur loyer, 2 étudiants en coloc, Brian Chesky et Joey Gebbia, lancent un système de chambres d'hôtes dans 7 appartements. Un simple lit gonflable, traduisez un airbed, et un petit déjeuner, un breakfast en anglais. Voilà comment est né Airbnb. Aujourd'hui, la marque entretient l'image d'un tourisme convivial, authentique, qui sent bon le partage. Et pourtant, ce géant de l'économie collaborative est contesté tout autour du globe. Les hôteliers, mais aussi de simples citoyens et des villes entières lui font la guerre. Voyage au cœur d'un nouveau géant du tourisme. Avec 200 000 logements, la France est le premier marché d'Airbnb. C'est pourquoi la marque a choisi Paris pour organiser sa grand-messe annuelle. C'était en novembre dernier. Dans la salle, 5000 propriétaires venus des 4 coins de la planète. Nous, on vient de Norvège. Je suis coréen. Moi, je fais du Airbnb à Londres et à Dublin. Je viens de Memphis, dans le Tennessee, la ville d'Elvis Presley. S'ils ont fait tout ce chemin, c'est parce qu'Airbnb est devenu la nouvelle manne providentielle. C'est une source de revenus et ça m'aide à payer les factures. Au moins la moitié de mes revenus provient d'Airbnb. Je possède un gros immeuble, voilà à quoi il ressemble. Depuis que je suis sur Airbnb, mon immeuble a généré plus d'1 demi-million de dollars de recettes. Ce jeune Américain possède carrément un immeuble rempli d'appartements qu'il loue sur Airbnb. On est bien loin de l'esprit chambre d'hôte prôné par son fondateur Brian Chesky. D'ailleurs, c'est lui que tout le monde attend ici, tel le Messie. Comment allez-vous aujourd'hui? Brian Chesky, 35 ans, un look d'étudiant, est déjà milliardaire. Il est venu prêcher la bonne parole. Vous connaissez la différence entre une maison et un foyer? Une maison, ce n'est qu'un espace. Mais un foyer, c'est un lieu où l'on accepte les gens comme des membres de sa famille. Être un hôte, c'est prendre soin de son prochain. Être un hôte, c'est faire en sorte qu'il se sente comme chez lui. Impossible d'approcher Brian Chesky. Le big boss a un agenda de chef d'État. C'est donc son ami, le cofondateur d'Airbnb, qui nous donne un quart d'heure de son temps. Joey Gebbia, 34 ans, est toujours dispo pour un selfie. J'ai toujours rêvé d'être un entrepreneur. J'ai toujours voulu diriger ma propre société. Et au final, j'ai réalisé quelque chose qui touche des millions de personnes. Leur réussite est un modèle admiré par tous les participants. Pourtant, ils n'ont rien inventé. Avant eux, les chambres d'hôtes comme la location de logement existaient déjà.
Alors on lui a demandé pourquoi Airbnb a autant de succès. On a juste conçu une meilleure boîte, un outil plus fun et plus sympa pour que les gens s'y connectent. Il est plus intuitif, plus accessible aux personnes de tous âges et par toutes les cultures partout dans le monde. Je pense qu'on a fait le lien entre la technologie et les voyageurs. Pour comprendre comment les deux étudiants s'y sont pris, il faut se rendre en Californie. San Francisco est le berceau des empires numériques. Google, Apple, Facebook et Amazon sont tous nés ici. Le siège d'Airbnb se trouve au cœur de la ville. À l'intérieur, 800 ingénieurs, jeunes, surqualifiés et grassement payés, préparent le tourisme de demain. L'ambiance est à mi-chemin entre un musée d'art moderne et un squat étudiant. Clément Marcelet est le Frenchie d'Airbnb. Il y a 6 ans, c'est lui qui a ouvert les bureaux de la start-up à Paris. Aujourd'hui, il est responsable des grands événements. Là, c'est mon bureau, oui, mais où finalement je passe pas trop de temps, puisque vous allez voir, il y a plein d'endroits très chouettes où travailler, et aussi parce que je suis très souvent en réunion. Mais oui, c'est mon bureau, c'est là où je pose mon manteau, oui. Les salles de réunion sont la copie conforme de quelques-uns des appartements en location sur Airbnb, et notamment le tout premier d'entre eux. Donc là, cette salle-là est la réplique de l'appartement des fondateurs, où tout a commencé, et donc qui est la salle de réunion s'appelle Roche, comme le nom de la rue où tout a commencé, Roche Street. Donc ici, là, on voit qu'il y a même un descriptif de l'appartement, du vrai appartement que l'on peut louer. Donc ici, on voit que c'est une chambre chez l'habitant à Shanghai, donc il y a tout le descriptif, et donc oui, on peut louer ça sur le site. Je pense qu'ils sont en plein brainstorm là, parce que quand on voit autant de post-it sur le mur, c'est que ça foisonne. Pour un peu, on se croirait presque dans un décor de sitcom. Sur 4 étages et des milliers de mètres carrés, c'est un condensé de l'utopie Airbnb. Faire tomber les frontières entre la maison et le travail, entre le patron et les salariés. Du moins en apparence. Il n'y a pas cette espèce de hiérarchie où on voit l'image de la porte close du grand PDG. Là, c'est complètement l'inverse, c'est qu'ils n'ont pas de bureau attitré. Il y a un espace où ils se retrouvent de temps en temps, mais c'est un espace ouvert, comme vous le voyez là. On peut jeter un œil rapide. Oui, bof. Jonathan qui vient de s'installer, qui est notre responsable marketing. Voilà. Jonathan n'est pas n'importe qui. Il est l'ex-directeur marketing de Coca-Cola. Car la firme a maintenant les moyens de débaucher des pointures, comme Alex Schleffer, le directeur artistique du site internet. Il est considéré comme le pape du web design. Tu vois cette pastille ? Il faudrait que tu enlèves un peu de couleur. On pourrait essayer comme ça. En fait, là, on regarde toutes les couleurs et la façon dont elles apparaissent à l'écran. On veut s'assurer qu'elles sont toutes pleinement accessibles. Si par exemple tu es daltonien, il ne faut pas que tu sois perdu sur le site, que tu puisses lire tous les textes. Tu sais, le temps qu'on passe là-dessus, c'est ce qui fait notre succès. Le site a été copié dans le monde entier. Une mise en page minimaliste, des critères de recherche clairement affichés. Tout ça peut paraître simple, c'est en fait extrêmement élaboré. Mais le coup de génie, ce sont les photos gratuites. Pour valoriser chaque logement, Airbnb offre aux propriétaires partout dans le monde les services d'un photographe professionnel. La photo, c'est la meilleure façon pour nous de présenter un lieu. Nous avons la plus grosse collection de photos d'intérieur au monde. On sait que certaines personnes visitent notre site rien que pour admirer les photos. On est là pour aider, on gère les transactions
On montre de belles photos, on t'aide en tant que propriétaire à faire ton business et si tu es voyageur, on t'aide à trouver le bon endroit. Tout cela permet des moments magiques que tu ne retrouves nulle part ailleurs. Récemment, la firme a été autorisée à développer son activité à Cuba. Le président américain a même emmené Brian Chesky avec lui lors de son déplacement à la Havane et fait sa pub en plein discours officiel. Vous avez vu comment il est jeune? Il y a combien de temps que tu as débuté, Brian? 8 ans. Et combien vaut ton entreprise aujourd'hui? Ne sois pas timide. 25 milliards de dollars. On parle bien en milliards. Et Airbnb n'a pas fini de s'étendre. En France, après avoir gagné les grandes villes et les bords de mer, le géant du partage s'attaque à un secteur qui lui échappait jusque-là. La montagne. Depuis 50 ans, le marché de la location saisonnière est entre les mains d'agents immobiliers locaux et de résidences de vacances. Alors pour détrôner la concurrence, Airbnb a décidé d'employer la manière forte. Anorak et bonnet aux couleurs de la firme, Alexis, le responsable montagne, est chargé d'aller draguer les clients dans les stations de sport d'hiver. Il faut d'abord aller développer l'offre, donc avoir plus de gens qui hébergent sur Airbnb, qui proposent une chambre chez eux, leur résidence secondaire ou n'importe quel type de logement. Le marché est énorme, comme ici à Courchevel où les chalets valent plusieurs millions d'euros. Alors pour séduire leurs riches propriétaires, Alexis les invite dans un restaurant étoilé au pied des pistes. Le cocktail dînatoire est offert, histoire de les mettre en bonne condition. Airbnb, ce n'est pas que de la location à la nuitée. Tout le monde pense qu'Airbnb, c'est que pour la nuit. Si vous allez sur votre annonce et que vous nous dites « moi, je veux faire que à la semaine », ou si je veux faire même que la semaine et du samedi au samedi... Alexis tient des dizaines de réunions comme celle-ci tout l'hiver. Les gens aiment beaucoup, ils veulent nous rencontrer. Les gens qui ne sont pas encore convaincus par Airbnb veulent nous voir, savoir qui on est, nous serrer la main, nous regarder droit dans les yeux. Et je trouve que les inviter dans un restaurant qui est sympathique, avec une bonne bouffe et un bon verre de vin, c'est quand même très efficace. On est dans l'hospitalité, on leur demande d'être à fond là-dedans. Et donc nous, on les remercie de cette façon-là. Mais Alexis ne se contente pas de draguer un par un les propriétaires. Il fait carrément du lobbying. Cette jeune femme, c'est Marie Marchand-Harvier, vice-championne du monde de ski en 2009. Dernièrement, la marque l'a embauchée. Son salaire est top secret. Airbnb compte sur son influence pour pénétrer ce marché réputé fermé. La chance qu'ils ont de m'avoir, sans me lancer de fleurs, c'est que les portes s'ouvrent plus facilement dans certaines stations. Après, je dis pas que le travail de négociation ou d'intégration d'Airbnb est plus facile, mais en tout cas, on arrive à parler aux personnes qui sont importantes dans les stations, et ça, c'est la clé, déjà. Grâce à cette stratégie, Alexis a conclu un partenariat avec le plus important loueur de ski des Alpes. Son idée ? Équiper chaque magasin d'une petite conciergerie. Donc c'est encore un peu en chantier, ce sera prêt pour le début de saison. Même en l'absence des propriétaires, quelqu'un sera chargé de la remise des clés et du ménage. Encore un petit peu de déco, mais c'est presque fini, quoi. C'est super. Oui, il faut que mettre un fauteuil, ils ont prévu quelques trucs pour rendre l'endroit convivial. Ce qu'on constate, c'est que chaque propriétaire qui a mis une annonce sur Airbnb, c'est une mini-agence qui, tous les matins, regarde qui veut louer son appartement, est très réactif, et donc est très à l'écoute du client. Donc tout le monde rentre dans ce jeu de dire la location de particulier à particulier devient un élément déterminant de l'économie des sports d'hiver. Cette année, le chiffre d'affaires d'Airbnb à la montagne a presque doublé. Déjà 10 000 propriétaires ont inscrit leur logement sur le site. Une stratégie ultra-offensive et payante. En quelques années, Airbnb a réussi à s'imposer en dehors de tout cadre, comme un mastodonte du tourisme, provoquant la fronde qu'on connaît aujourd'hui des hôteliers traditionnels et des pouvoirs publics aussi. Rendez-vous compte, à Paris, on compte aujourd'hui plus de 50 000 appartements ou maisons Airbnb disponibles sur la plateforme, ce qui n'est pas sans conséquence sur le parc immobilier, sur notre quotidien aussi, et notamment ici, sur l'île Saint-Louis. L'île Saint-Louis est un passage obligé pour les touristes à Paris. Nous avons rendez-vous avec Jean-Bernard Falco, un hôtelier influent. D'après lui,
Airbnb aurait cannibalisé le marché, ici plus que partout ailleurs dans la capitale. Là, par exemple, on voit dans cet immeuble-là, tout cet immeuble-là, il est loué en totalité sur un des sites, sur une plateforme, Airbnb en l'espèce. Jean-Bernard Falco a commandé une étude sur les locations courte durée sur l'île Saint-Louis. Il y en aurait plus de 350, un appartement sur 5. Ça va ? Les 4 hôtels du quartier ne peuvent plus lutter. Comment ça se passe ton activité ? C'est à pleurer. Malgré le beau temps qui revient, ouais. Les gens sont là, mais ils sont pas chez moi. Ils sont pas où ? chez mes confrères. Ouais. Bah, tu devines, hein, ils sont dans les appartements en face, à côté, à droite, à gauche. Ouais. Nathalie est la gérante de cet hôtel. On peut admirer la charpente du 17e, 2634. Un 3 étoiles avec beaucoup de charme. Une affaire familiale prospère depuis 28 ans. L'an dernier, à la même période, son établissement affichait un taux d'occupation de 70%. Et aujourd'hui, vous en êtes à combien ? Aujourd'hui 20%. Ça représente... Ça représente le cauchemar absolu, ça représente. C'est... Même en vous donnant le chiffre, j'arrive pas à le croire. J'arrive pas à le croire. Dernièrement, elle a dû se résoudre à se séparer de 3 employés. Elle a même baissé le tarif de ses chambres. Donc là, c'est la suite, 007, celle de James Bond. Vous avez une terrasse particulière, c'est fleuri, enfin arboré tout du moins, pour l'instant. Et là, dans l'immeuble 56, vous avez un appartement en location collaborative. Et sur le site sur lequel ils font leur pub, ils ont mis toutes les photos de notre jardin. L'appartement en question, le voici. Un studio facturé 70 € la nuit, alors que les chambres de Nathalie coûtent plus du double. Avec toutes ses charges, ses employés, ses frais fixes à payer, la concurrence d'après elle serait déloyale. Pour contrer cet adversaire, les hôteliers n'ont plus qu'une arme, la loi. Car une grande partie de tout ce business serait illégale. D'après le Code du tourisme, dans les villes de plus de 200 000 habitants, louer un appartement plus de 4 mois par an est considéré comme une activité commerciale. Cette loi vise à préserver l'offre de logement pour les habitants. Pour obtenir le droit de louer toute l'année à des touristes, vous devez transformer dans la même ville une surface de bureau en appartement. Une opération hors de prix. Du coup, des milliers de propriétaires utiliseraient Airbnb illégalement. Le quartier du Marais est l'un des plus touristiques de la capitale. Ici, la fièvre Airbnb a déstabilisé le marché immobilier. La preuve, en caméra cachée. Nous nous sommes fait passer pour des investisseurs à la recherche d'un appartement à mettre en location. Nous en avons visité une dizaine. C'est un petit 2 pièces. Pour les agents immobiliers, Airbnb est devenu l'argument de vente numéro 1. En termes de rentabilité, je vous conseille plus Airbnb. Je sais que je devrais pas. Hein. Mais par rapport à un loyer classique, Airbnb est un placement en or. Alors pour des touristes ici, si je le fais en Airbnb par exemple... En général, Airbnb c'est 2 fois 2 fois 2 fois et demi. Si vous faites un mois full comme ça, 25, ça vaut 3 mois de loyer. Une rentabilité tellement alléchante que dans le quartier, il n'y aurait presque plus d'appartements à louer pour les habitants. Le Marais, c'est blindé d'Airbnb, alors... Et c'est pour ça que on se retrouve avec plus aucune location vide dans Paris. C'est l'ubérisation du monde de l'immobilier. On appelle ça comme ça, l'immobilier 2.0. C'est ça qu'on dit ? Voilà. Cette expansion sauvage inquiète toutes les grandes villes du monde. Elle tente par tous les moyens de freiner Airbnb. Berlin, New York, Tokyo et aussi Paris viennent de durcir leur législation. Mais peut-on vraiment arrêter Airbnb ? Barcelone, le soleil, la mer et 9 millions de touristes chaque année.
Ici, la vague Airbnb provoque des dégâts considérables, amplifiés par la crise. Car pour arrondir leur fin de mois, des milliers de Barcelonais louent leur appartement aux touristes. Vous logez comment? Vous logez comment? Un mode d'hébergement low cost qui attire de plus en plus de jeunes fêtards européens. Avec son lot de nuisances nocturnes. Dans certains quartiers, la cohabitation avec les habitants est devenue infernale. Alors excédés, des milliers de Barcelonais sont descendus dans la rue, forçant la mairie à durcir la loi. Elle pénalise maintenant les propriétaires et l'amende peut grimper jusqu'à 600 000 €. À Barcelone, de plus en plus de propriétaires font face à des problèmes de sous-location. Bonjour. Vous savez s'il y a des appartements touristiques par ici? Ouais, il y en a plein. Alors, pour éviter les tribunaux, ils font appel à des détectives privés, comme Joseph Oliver et sa fille. Les centres nerveux de collecte d'informations sont les laveries. Parce qu'en général, dans les petits appartements touristiques, il n'y a pas de lave-linge. Les touristes doivent donc descendre laver leur linge. C'est comme ça qu'on les repère, quand ils attendent. Joseph Oliver et sa fille sont sur une affaire de sous-location. Un propriétaire soupçonne son locataire de faire du business sur Airbnb. Alors ils ont réservé sur le site en se faisant passer pour des touristes. Suivez-moi, je vais vous montrer la chambre. Nous les accompagnons en caméra cachée. Et premier constat, la femme qui nous accueille n'est pas la locataire officielle. Vous pouvez ouvrir la fenêtre pour aérer si vous voulez. Dans l'appartement, plusieurs chambres louées chacune 60 €. Sur place, il y a un autre locataire. Joseph l'interroge. Comment vous êtes connu? Sur Internet. D'après Joseph, notre logeuse joue les intermédiaires chargés de répartir les clients dans plusieurs appartements. Une organisation bien huilée. Et ça, c'est votre clé. Je connais des étudiantes. Est-ce que je peux leur donner ton numéro? Au cas où cet appartement ne serait pas disponible, tu pourrais peut-être leur en trouver un autre? Oui, bien sûr, je te donne mon numéro. À Barcelone, les cas de sous-location ont explosé. Joseph et sa fille ont traité à eux seuls 400 dossiers l'an dernier. Rendez-vous compte, ce type de location a un taux d'occupation de 80% à l'année. À 60 € la nuit, ça fait 1 200 € par mois. Et ça juste pour une chambre, une seule. Alors faites le calcul en multipliant par le nombre de chambres et imaginez le bénéfice à l'année. Mais face à l'appât du gain, la loi ne fait pas le poids. À Barcelone, il y aurait encore 30 000 appartements touristiques illégaux. À 2 pas de la plage, la Barceloneta. Un ancien quartier de pêcheurs avec ses places et ses cafés typiques. Ici, règne un esprit de village. Mais quand Airbnb a débarqué, tout a changé. Samedi matin, sur la place du marché, les habitants font signer une pétition. Signez-la, c'est contre les appartements touristiques. Ils protestent contre le business des plateformes de location, car leur quartier est en train de se dépeupler. Sébastien et Juan Antonio, 2 militants, tiennent à nous montrer comment des investisseurs rachètent des immeubles entiers. Il n'y a plus personne dans les appartements. Viens, on le voit mieux de là. Il y a un an, il y avait 14 immeubles comme ça, et aujourd'hui on en est à 22, je crois. Les locataires sont expulsés, c'est un mécanisme. Ils ne font pas les réparations, laissent l'immeuble se dégrader. Ou alors, à la fin de ton contrat, ils t'augmentent sauvagement le loyer. Ils te demandent le double. Tu es obligé de dégager. La Barceloneta va-t-elle se vider de ses habitants et devenir une vaste résidence touristique? Du haut de son balcon, Gilberto voit tous les jours son quartier se transformer. La plage est là, derrière. Et elle va jusque là-bas. Si tu te penches, tu peux la voir.
Gilberto et sa femme ont passé presque toute leur vie dans ce petit appartement au cœur de la Barceloneta. Lui était boulanger. Ils vivent maintenant d'une petite retraite. Et là, c'est la salle à manger. Leur quartier est devenu le plus cher de la ville. Nous devons aller faire nos courses en dehors du quartier. Ici, on ne peut rien acheter. Tout est très cher à la Barceloneta. Et c'est dommage, car c'est un quartier magnifique et familial. Leurs petits-enfants passent régulièrement les voir. Cet appartement, ils l'ont acheté il y a 50 ans pour 600 €. Aujourd'hui, les agents immobiliers leur en proposent une petite fortune. Plus de 300 000 €. Vos petits-enfants, ils vivent dans le quartier? Regarde, son père à elle, il est né ici. Ses grands-parents aussi. Elle aussi, ses frères aussi. Comment veux-tu qu'ils s'en aillent? Ce sont leurs racines. Ils ne veulent pas partir d'ici, mais ils se font pousser dehors. C'est ça, mon fils. L'argent est au-dessus de tout. Gilberto et sa femme refusent de vendre. Mais leurs enfants, leurs petits-enfants, pourront-ils résister éternellement? Car ici, comme dans toutes les grandes villes du monde, rien n'arrête le flot des touristes. D'autant plus que l'Union européenne envisage d'offrir un cadre favorable aux géants du partage. Et si Airbnb donne la possibilité à des millions de touristes de voyager moins cher, il permet aussi à l'argent de faire le tour du monde. C'est l'autre face cachée de cette réussite. Et en la matière, on est bien loin de l'idée de partage vantée par la plateforme. Grâce à des montages financiers complexes, Airbnb limite ses impôts. Comment? Eh bien, pour le savoir, il faut prendre la direction de l'Irlande. Quand vous payez une réservation en France sur Airbnb, ces bénéfices ne restent pas dans le pays, ils s'en vont en Irlande. Depuis quelques mois, c'est sur le terrain fiscal que la multinationale est attaquée. En France, elle paie moins de 100 000 € d'impôts alors qu'elle y génère plusieurs dizaines de millions d'euros. Cela, elle le doit à un montage qui lui permettrait d'échapper à presque toutes les législations fiscales dans le monde. L'Irlande, terre d'élection des multinationales. Ici, le taux d'impôt sur les sociétés est l'un des plus bas d'Europe, 12,5% contre 33% en France. C'est là que la marque a choisi de rapatrier tous ses profits mondiaux, à l'exception des États-Unis. Dans le registre du commerce, on trouve 2 sociétés au nom d'Airbnb enregistrées à Dublin, Airbnb Irlande et Airbnb International. Ces 2 sociétés seraient la marque d'un montage, appelé le double irlandais, qui lui permettrait dans les faits de ne presque pas payer d'impôts. Pour en avoir le cœur net, nous nous sommes présentés devant leur bureau. Bonjour, je suis bien chez Airbnb? Oui, c'est ici. J'ai fait une demande d'interview, mais je n'ai pas eu de réponse. Je souhaiterais parler à un responsable d'Airbnb Irlande, ou alors quelqu'un d'Airbnb International. Vous connaissez Airbnb International? Attendez là, je vais chercher quelqu'un. Notre hôte a finalement appelé la sécurité. L'hospitalité chère à Airbnb n'aura pas duré bien longtemps. Pour obtenir des réponses, nous sommes allés dans le temple irlandais du savoir, le prestigieux Trinity College. C'est là qu'enseigne le pourfendeur des multinationales. James Stewart, éminent professeur d'économie, est le spécialiste de la fiscalité des Google, Apple et autres géants des high-tech installés en Irlande. Il connaît sur le bout des doigts la recette du double irlandais. Bien. Comment fonctionne le double irlandais? C'est un mécanisme assez simple, couramment utilisé par les multinationales américaines ici. Une société basée en Irlande crée une seconde société. Ensuite, elle se fait payer par la première de différentes manières. Donc le mécanisme est le suivant. Les bénéfices arrivent en Irlande, dans cette société, puis ils passent dans une seconde société. Autrement dit, les profits d'Airbnb Irlande seraient transférés à la seconde entité, Airbnb International. Pourquoi avoir créé cette deuxième entité?
Cette société a des statuts différents. Elle réside en Irlande, mais pour les impôts, elle peut être située n'importe où. Dans le cas de Airbnb, elle paye ses impôts à Jersey. C'est une forme de double résidence. Juridiquement, la société est basée en Irlande, mais fiscalement, elle réside à Jersey. Et toutes les taxes qui s'appliquent à cette société sont celles de Jersey. Airbnb International servirait donc à rapatrier les bénéfices afin qu'ils soient taxés non pas en Irlande, mais à Jersey. Avec un taux d'imposition proche de zéro, l'île peut être considérée comme un paradis fiscal. Selon James Stewart, grâce à ce mécanisme, les multinationales comme Airbnb ne paieraient pas plus de 3% d'impôts sur l'ensemble de leurs bénéfices. Tout cela est parfaitement légal, mais est-ce bien moral? De retour à Paris, nous avons posé la question à Nicolas Ferrari, le directeur du bureau français d'Airbnb. Nous, on paye nos impôts dans les pays dans lesquels on doit payer. On paye des impôts en France, on paye des impôts dans d'autres pays, on paye des impôts en Irlande, on paye des impôts partout. On paye aussi de la TVA dans tous ces pays-là. Si demain les règles fiscales changent, moi je suis ravi que Airbnb change la façon dont on paye nos impôts. Ça vous dit quelque chose? Je ne peux pas vous dire autre chose que ça. Ça vous dit quelque chose? Le double irlandais, vous connaissez? Le quoi? Vous qui êtes issu d'une formation économique, le double irlandais, vous connaissez? Le double irlandais, non, ça je connais pas. Si votre question c'est est-ce que le rôle d'une entreprise c'est de payer le maximum d'impôts possible, la réponse honnêtement est non. Je ne vais pas vous dire l'inverse. Le but d'une entreprise et le rôle d'une entreprise, c'est pas de payer le maximum d'impôts. Non, ça c'est sûr. Pressée par l'Union européenne, l'Irlande a décidé de mettre fin au double irlandais. Mais les multinationales comme Airbnb continueront à profiter du système jusqu'en 2020. Ce qui leur laisse du temps pour trouver d'autres parades et continuer à se jouer des règles nationales. L'an dernier, Airbnb a généré plus de 800 millions d'euros de recettes dans le monde. Et Airbnb pourrait grossir encore un peu plus car le groupe, la plateforme, vise à horizon 2020 un chiffre d'affaires de 10 milliards de dollars pour un bénéfice net de 3 milliards, sauf si évidemment la législation partout dans le monde se durcit encore un peu plus. Voilà pour cette enquête. Merci de votre fidélité. C'est la fin de ce numéro exceptionnel de Tout compte fait. Restez avec nous. Vos programmes continuent sur France 2. Bye bye.